Bienvenue mes amis dans une nouvelle vidéo 2026, toute première vidéo 2026 d'ailleurs. Ce matin je vous emmène en forêt, dans un endroit particulier puisque j'ai une forêt qui abrite plusieurs bunkers, des abris passifs pour être exact, de la guerre contre les Prusses 1870, et donc ils ont été construits au sein de cette forêt. On a d'ailleurs une borne délimitant l'entrée du bunker qui se trouve encore ici. Vous voyez devant vous cette masse un peu surélevée. Alors je vous l'avoue, on ne distingue pas grand chose, ne serait-ce que une bordure en béton au pied de l'arbre droit devant. Une autre partie en béton qui dépasse ici. Et si nous allons sur le côté, nous avons l'intégralité du fort qui se dessine. Vous avez ici un ancien accès qui a été rebouché en partie. Enfin, je vous rassure, c'est pas par là qu'on va passer ce matin. Des cheminées qui dépassent encore, avec c'est incroyable les arbres qui ont poussé sur le toit de l'abri. On va essayer de vous montrer tout ça sans glisser, sans tomber. Voilà, donc on voit ce long mur avec tout au bout encore un accès. Ici des trous de part et d'autre qui servaient à ventiler, j'imagine, l'intérieur de l'abri. Donc là je vais pas trop descendre à cet endroit là. En général c'est un peu rempli de flotte. Je ne voudrais pas m'enfoncer dans la gadoue et au risque d'y laisser mes chaussures. Bien, bon bah écoutez, nous allons tenter une entrée par ici. On a de la chance ce matin. Le soleil est avec nous. Ça change de toute cette grisaille depuis quelques temps. Bien, écoutez, on se retrouve en bas pour la découverte de cet abri. A tout de suite. Nous voici arrivés dans l'abri. Après une petite entrée par ici. Nous sommes tout assez facile. On a de la chance, là, toute la descente et la terre est sèche. Donc ça évite un petit peu de... Excusez-moi du terme, mais de se dégueuler. Et l'autre entrée dont je vous parlais tout à l'heure, mais impossible de passer par là. Nous voici dans l'antre des moustiques, entre autres. Ici, nous avions les latrines avec les évacuations pour les odeurs.
Bon, je pense que là, c'était des fixations pour les lits. Vous voyez, on voit encore les dessins sur le mur. Vous aviez des barres en bois qui passaient là, qui étaient reliées à ces tiges métalliques, qui me permettaient d'avoir couchage sur 2 étages. Nos amis les moustiques. C'était somme toute assez identique dans chaque pièce. Attention de ne pas tomber dans ce réservoir d'eau. Nous avons un animal qui est venu échouer ici. Je sais pas trop ce que c'est. Petit animal. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, un petit rongeur, j'en sais rien en fait. Voyez, on voit encore des fragments de la fameuse poutre en bois, la poutre de maintien qu'elle est de chaque côté du mur. Ici, des petits rangements. Encore nos amis les moustiques qui hibernent. Papillon de nuit. Petite pièce de rangement. J'imagine peut-être qu'il y avait-il aussi des soldats et que les soldats pouvaient mettre leurs armes par ici, bon, je pense. Ouh. Beau spécimen. Encore une borne ici. Les restes de l'ancienne porte. Porte en bois. Je pense qu'on sortira par là. Ça m'a l'air plus accessible. Et là, oh bah là, c'est pas la peine, c'est bouché. On voit quand même que le béton est fissuré et que l'eau a commencé à s'infiltrer par les ouvertures, les fragmentations du... Ah oui, là aussi, H. On voit bien toute la longueur de l'édifice. Je ne sais pas combien ça représentait de chambres. On va regarder ça ensemble. Donc on a une. Donc là je pense que celle-ci faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 places. Ou 4 places.
4, 5, 6, 7, 8, 9 couchages. 9. Donc je compte que le haut. 9, 10, 11, 12, 13, 14 couchages. 14. 15, 16, 17, 18, 19 couchages. On ne pas se cogner. 19, 20, 21, 22, 23, 24 couchages. 24, 25, 26, 27, 28. 28 couchages. Multiplié par 2. Et à la louche, on avait de quoi protéger et faire coucher à peu près 50, une soixantaine de personnes, en comptant les militaires. Après, je montrerai la vidéo à mon ami Vincent de Bunker Memory. Il me dira un petit peu ce qu'il connaît bien l'historique de ce genre de lieu. Il me dira ce qu'il en sait. Après, c'était peut-être pas des couchages, j'en sais rien. Enfin, j'imagine. En tout cas, la plupart des autres abris que j'ai vus, il y avait encore comment dire, tous les cadres de lit, etc. Mais bon, c'est peut-être pas ça. Donc à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez. Bon, on va regarder si on peut voir ce qu'il y a là-dessous. Alors, j'ai fait descendre ma lampe, mais bon, ça ne donne pas grand-chose. On va baisser la luminosité. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un petit rover avec une caméra un peu façon Indiana Fraise. Ça serait intéressant que Nico, un jour, s'il a le temps, puisse venir explorer, nous faire une petite vidéo de ces réservoirs. C'est peut-être intéressant, et comme c'est inondé depuis des années, peut-être retrouver effectivement des traces de vie de cette époque-là, des objets, je ne sais pas, tout ce qui aurait pu être descendu. Voilà, donc Nico, si tu m'entends. Pareil, je pense que cette réserve d'eau devait être reliée à ce qui semble être une ancienne vasque, fontaine,
avec un robinet et une évacuation. C'est un petit caniveau également, voilà, qui pouvait, avec une pente douce, ramener les eaux usées jusqu'aux toilettes au fond. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit toutes les calcifications ici qui ont coulé avec l'eau qui est passée au travers du calcaire et du béton, qui est venu couler jusque là, marquant le sol. Ah, d'ailleurs, je n'avais pas fait attention. On voit encore des débris d'ossements, mais comme si un animal avait été mangé. Il n'y a pas de crâne, il n'y a rien, c'est... Bien. Pour information, j'étais venu ici au moins 2 ou 3 fois il y a une dizaine, une douzaine d'années. Et c'est dangereux. Et j'avais pu faire de belles photos que je joindrai sans doute à la fin de cette vidéo en diaporama, comme j'ai l'habitude de faire parfois. Écoutez, on va se donner rendez-vous à l'extérieur. À tout de suite. Et voilà, j'ai voulu rendre un petit hommage aux soldats de la guerre de 14 qui ont combattu ici sur le front contre les Allemands dans des conditions plus que très précaires. En effet, ils dormaient cloîtrés dans ces bunkers enfouis sous la forêt.
Nous voici arrivés sur l'extérieur, mais via l'autre côté d'accès de l'abri. Il y en a une autre borne un peu plus loin sous l'arbre. Quel bâtard. C'est bien cadouilleux par là. Bon. Ah. C'est par là. Alors, là, ce que je vous montrais tout à l'heure, les anciennes cheminées, enfin cheminées, les anciens conduits, je pense, d'aération, qui sont aujourd'hui bien bouchés. Non, celui-là il est encore... ça va être celui des latrines, je pense. Donc ce bunker, cet abri, fait partie d'un ensemble de 5 constructions éparpillées, je dirais, dans un rayon de 3 km, le long d'un accès, je dirais, entre le... Comment je pourrais vous dire ça? D'un accès, ce qu'on appelait autrefois la route de Paris. Donc entre Paris et le cœur des Yvelines, en fait. Et je pense que ces abris étaient plutôt destinés à protéger le secteur ou à permettre aux civils, notamment aux fermiers, de venir s'abriter pendant le conflit. Voilà, bah écoutez, alors la vidéo ne s'achève pas ici, mais je vous donne rendez-vous. Il y a un autre abri qui a fait l'objet pas d'une réhabilitation, mais qui a fait l'objet d'une sectorisation historique que les randonneurs peuvent aller voir avec des panneaux historiques autour de ce second abri. Donc on se donne rendez-vous tout de suite dans cette nouvelle partie de la vidéo. À tout de suite.
Nous voici arrivés sur les lieux du centre de commandement. On voit toute la longueur de cette structure qui va jusqu'aux 2 arbres tout au fond. Mais effectivement, il y a un risque de chute comme on peut voir. Ici, la seule et unique entrée-sortie qu'il reste pour accéder à l'intérieur. Au bout, ça a été bouché. Alors je vous avouerai qu'on va pas descendre le visiter, celui-ci. Il a à peu près la même configuration que l'autre. Alors déjà l'entrée est assez étroite et vraiment y aller à plat ventre. Et de surcroît, voilà, vous verrez pas d'ici, mais l'intérieur est totalement inondé dû à sa position hyper basse, et je pense que les réservoirs ne faisant plus leur office, l'eau stagne partout sur les côtés. Vous voyez là, c'est inondé. Là, on voit la hauteur de la mousse sur le mur. L'eau monte à peu près jusqu'à la partie blanche au-dessus de la mousse d'une façon générale, mais là il y a encore beaucoup d'eau stagnante, et à l'intérieur il y a à peu près entre 70 et 80 cm de flotte. Donc à part si vous êtes équipé de waders, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Donc comme je vous le dis, ça a été de façon historique, patrimoniale, mis en valeur il y a quelques années, j'imagine par l'ONF, avec des panneaux historiques. Centre de résistance des tailles d'Herblay, vestige de la Première Guerre mondiale. Ici, nous pouvons observer la tranchée à redans en baïonnette que les soldats empruntaient pour aller sur les postes de tir, ainsi que le boyau de liaison qu'ils utilisaient pour rejoindre l'abri. Aujourd'hui, la forêt est dense, mais en 1914, ce n'était pas le cas. Les troupes avaient défriché jusqu'à une 50aine de mètres autour des postes de tir, partie jaune sur la carte. Les forêts françaises ont fortement contribué à l'effort de guerre. Les hommes utilisaient le bois pour les armes, mais aussi pour les traverses de chemin de fer, des chariots, l'aménagement des abris, le renforcement des postes de tir. Ils privilégiaient les chênes, les hêtres, les charmes, les frênes, car ce sont des bois durs, et utilisaient les résineux pour l'étayage des tranchées et les chauffages de la cuisine. Au moment de la guerre des tranchées, l'armée a été contrainte de réorganiser la gestion du bois. Elle a alors créé un service forestier des armées, SFA, faisant appel au corps des chasseurs forestiers, agents des eaux et forêts. Ces hommes, avec l'aide des civils, ont dès lors assuré toutes les étapes, marquage des arbres, abattage et mise en œuvre. Sur les sites, 15% de ces professionnels de la forêt sont morts durant le conflit. Vue aérienne, juin 49. Le centre de résistance se perçoit assez bien, car la forêt n'a pas encore reconquis la zone, particulièrement à l'ouest. Il semblerait que les grands arbres aient été préservés. On peut également s'interroger sur l'importance de l'entretien et des débroussaillasges effectués lors du second conflit mondial autour du centre de résistance. On remarque par ailleurs la première chaussée de l'autoroute de l'Ouest, A13, déjà bien visible, achevée en 1941. C'est la première autoroute française. 27 juin 1915, aménagement d'une batterie d'artillerie lourde dans la forêt de Seine-et-Marne à Lézigny, forêt domaniale de Notre-Dame. En région parisienne, les hommes ont déboisé durant la Première Guerre mondiale l'équivalent de 10 ans de coupe habituelle. Bon, ils ont aménagé le chemin, qui à l'origine était extrêmement gadouilleux, avec du copeau. Donc ça habille un petit peu, puis ça permet de pouvoir se promener avec les enfants sans salir les godasses. Les bordures du chemin sont bordées de piquets. Là-bas, on peut voir une ancienne borne indiquant l'endroit de la structure. Alors,
La vie des hommes dans le centre de résistance. Nous sommes ici à l'extrémité est de l'abri. On aperçoit l'une des 2 entrées que les soldats utilisaient. Les 3 conduits de cheminée visibles sur les sommets permettent de localiser les poêles ou les cuisinières à bois. On peut donc penser que les cuisines de la garnison se situaient dans cette partie de l'abri. À proximité de ce panneau se trouve une borne en béton numérotée. À l'origine, il y en avait 4, marquant chaque angle du bâtiment. Elle servait probablement de repère pour faciliter les manœuvres des soldats. Ce centre de résistance était entouré de fils de fer et de barbelés qui ont rapidement été récupérés avant la fin de la guerre, notamment par des agriculteurs. On peut en retrouver encore quelques restes aux alentours. La plupart des ouvrages du camp retranché de Paris ont été désarmés puis démontés dès 1916 et les tranchées rapidement rebouchées par les agriculteurs. Le travail des archéologues a cependant permis de retrouver les sites comme celui-ci, préservés parce que localisés en forêt à l'abri de l'organisation et des travaux agricoles. À l'occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, l'Office national des forêts a débuté un inventaire complet des vestiges du camp retranché de Paris susceptibles d'être réservés par les forêts. Il a mené des prospections en partenariat avec le service archéologique départemental des Yvelines sur les massifs de Port-Royal, Versailles, Bois d'Arcy, Saint-Germain, Lothil, les Flambertins et Marly-le-Roi. Malgré la densité des forêts, la plupart des structures recherchées sur la base de la carte de 1915 ont pu être localisées. Elles se sont révélées très peu éloignées de celles dessinées sur la carte. Ces recherches ont permis d'identifier, de relever et de photographier des tranchées, des abris, des batteries d'artillerie, des centres de résistance dans un relativement bon état de conservation. Donc ici, voilà toute la longueur de ce centre de résistance. Incroyable la taille de ces arbres qui ont poussé au-dessus. En plus de 100 ans. On entend au fond le bruit des voitures de la 13. Nous sommes ici à l'entrée de l'abri où les soldats pouvaient se cantonner. Dans ce type de construction, les couchages étaient généralement disposés sur une plateforme en bois qui s'étendait sur toute la longueur du bâtiment, soit ici environ 50 mètres. Les hommes disposaient parfois d'une niche dans le mur pour y déposer leur pactage individuel. Dans certains abris, les gradés pouvaient bénéficier de cloisons de séparation pour une meilleure ventilation. Ce long dortoir était muni d'aération bien visible le long du mur. Cet abri est en béton armé, matériau récent pour l'époque puisqu'il est utilisé pour la première fois en 1897. Le fossé qui le borde est profond d'environ 1 mètre. Selon les saisons, il est possible que la garnison l'ait utilisé comme citerne d'appoint. Les 2 entrées sont aujourd'hui fermées pour des raisons de sécurité et de conservation. De prochaines études archéologiques permettront de mieux connaître le fonctionnement de ce bâtiment. Territoriaux, construction des tranchées à Weimar en août 1915. Le journal militaire tenu durant le conflit donne quelques images du quotidien de ces hommes civils et militaires qui ont œuvré dans un effort constant d'aménagement du sol à la protection de Paris. On peut noter les difficultés régulières rencontrées dans la gestion de l'eau et l'assainissement des tranchées. Extrait du journal des marches et opérations des ouvrages d'Aigremont, Est et Ouest en secteur 8. 27 août 14, tranchée de tir terminée dans les 2 ouvrages à bord dégagé dans le bois sur 60 mètres. Déblai pour l'abri Est 600 m3 et pour l'abri Ouest 500 m3. 25 septembre, un ouvrage couvert en rail va être bétonné sans retard. Un abri dont la dalle vient d'être terminée. Le 5 octobre, abri bétonné terminé. 10 octobre, perfectionnement d'hiver, enduit de dallage des abris bétonnés, assèchement des tranchées. 20 octobre, importants travaux d'assainissement. 24 octobre, tranchées renforcées, enveloppe, abri de combat entamé. Abri bétonné, 200 m3 de déblai. Construction d'une barague pour poste de garde commencée. 25 octobre, travaux d'assèchement indispensables pour rendre les 2 ouvrages habitables pendant la mauvaise saison sont considérables. Puis absorbant égout de plusieurs centaines de mètres de longueur, drainage, puisard. 20 novembre, l'aspect de l'ouvrage est moins fangeux que celui de l'eau, mais l'assainissement plus difficile car a nécessité une tranchée de plus de 300 mètres de long ayant en certains points plus de 4 mètres de profondeur. 20 décembre, abri des tranchées en cours, règlement des pentes du fond des tranchées en cours, conduit d'assainissement terminé, réfection des boyaux de communication commencée, lit de camp en cours, latrine en cours. Février 1915, le réseau de voies étroites du secteur 8 est complet. Le 26 février, ouvriers employés pour de la manœuvre et du terrassement, entreprise Laubeuf de Montreuil, 71 ouvriers. 25 mars, boyaux de communication en cours, règlement des pentes du fond des tranchées en cours, rétrécissement des tranchées en cours, installation des tinettes de l'abri bétonné en cours, cuisine de l'abri bétonné terminée, travaux d'exécution des eaux de surface en cours.
25 mai, 170 hectares déboisés dans le secteur 8, plus 8 hectares 52 de réseau de fil de fer pour des réduits construits et 0,24 hectares à construire dans le secteur. Le 25 décembre, réparation d'éboulements dans diverses batteries de canons. 13 juin 2016. Non, à mon avis, ils se sont plantés, ça va être 1916. Les canons de 120 mm de la zone sud ont été retirés des batteries. 5 septembre, décision de désarmer les batteries du CRP, de relever les boîtes de 0,60 du secteur 8, zone sud, au profit du secteur A, zone nord et est, de réduire les effectifs du secteur 8, de prélever le matériel téléphonique des batteries. Mars 1917, dans l'ensemble du CRP, il ne reste que 3 compagnies RA7 du génie et 3 batteries RA7 d'artillerie pour l'entretien et le gardiennage des ouvrages. Les compagnies sont composées d'hommes âgés ayant une situation de famille les rendant inaptes aux armées. Territoriaux, construction des tranchées, 1915. Le saviez-vous? On sait peu de choses sur les hommes qui ont occupé ce centre de résistance. Le général Hirschauer mentionne toutefois dans un ouvrage la compagnie des sapeurs mineurs de réserve 514 qui y fut affecté pour la construction du site en août 1914. Donc voilà pour un peu le côté historique de ce lieu. Ah, vous voyez, là ça a quand même pris cher. On voit que tout le béton de l'ancienne entrée a éclaté. Bon, là je pense que le chemin de promenade il a aussi pris cher, hein, on peut le voir. Ça a été un peu creusé par les sangliers, je pense. On peut voir des vestiges de tranchées ici, vous voyez. Tout le secteur est relié par des tranchées. Ce centre de résistance a été érigé en 14 pour permettre aux soldats français d'observer l'avancée allemande et de défendre le secteur sud de la boucle de Seine-Pont-de-Poissy. Il fonctionnait en paire avec un autre abri bétonnier situé à 600 mètres de l'autre côté de l'autoroute actuelle. Un centre de résistance est constitué de tranchées munies de postes de tir, de boyaux de liaison pour le déplacement des soldats et leur ravitaillement, ainsi qu'un abri pour le cantonnement de la garnison. Depuis ce site, les soldats peuvent effectuer des tirs de mitrailleuses et de fusils. À gauche, on observe les vestiges de talus à l'époque. Il mesurait 2,50 m, contre lequel s'appuient les postes de tir. Certains possèdent un muret en béton, indispensable contre les glissements de terrain. Ces postes de tir sont reliés entre eux par une tranchée à redans ou baïonnette que les soldats empruntaient pour rejoindre les 2 entrées du bâtiment dissimulé à l'arrière. Le tracé de la tranchée apparaît sur le cliché en raison de la forte humidité des creusements. Le service archéologique départemental des Yvelines a mené des campagnes d'inventaire du patrimoine enfoui qui ont permis, grâce à des photos aériennes, de repérer des tranchées dans les zones cultivées. Depuis 2010, il est possible de procéder à des relevés topographiques aériens de grande précision à l'aide d'un scanner laser LIDAR qui enregistre les micro-reliefs du sol jusqu'à environ 15 cm. Après traitement, des points sont transportables en images permettant de visualiser les éléments en relief masqués par la forêt. L'Office national des forêts a ainsi réalisé des campagnes de relevés LIDAR des massifs forestiers de la région. Elles ont permis d'enrichir l'inventaire des vestiges du camp retranché de Paris mis à disposition des chercheurs. Donc ça, ouais, c'est le relevé LIDAR des tailles d'Herblay, massif de Marly, effectué en 2019. L'ensemble de l'abri bétonné est bien visible le long du chemin forestier. En plus clair, le relief, en sombre, les creusements. LIDAR de la Drague d'Île-de-France et l'Office national des forêts. Plusieurs enceintes ont existé depuis l'Antiquité, notamment celle de Philippe Auguste, début XIIIe, et Charles XI, qui suivent l'agrandissement progressif de la cité. Il y a aussi des mouvements inverses, comme lorsque Louis XIV ordonna de détruire murailles et portes pour y dresser des arcs forts de triomphe militaire. Mais depuis la Révolution,
et la période napoléonienne, l'État français s'est fortement centralisé. Paris représente pour ainsi dire la France et devient une place à protéger absolument. Les menaces régulières des pays voisins poussent le gouvernement à voter plusieurs projets de défense de la capitale. Des lignes de fortification vont s'ajouter, s'écartant progressivement du cœur de la ville, et les échecs de certaines installations dus aux évolutions de l'artillerie et aux stratégies militaires naîtront des modèles variés des systèmes défensifs. En 1814, le mur dit des fermiers généraux, construit en 1785 pour délimiter la zone d'imposition des marchandises, est surélevé, crénelé et doté de tours entre 1840 et 1846. Adolphe Thiers érige une enceinte de 34 km de circonférence munie de bastions. C'est le tracé de l'actuel boulevard périphérique. À cette muraille, il fait ajouter une quinzaine de forts détachés distants de 1,5 à 3 km de l'enceinte, Mont-Valérien, Vanves. Cependant, ces défenses se révéleront inefficaces lors de l'avancée allemande de 1870, qui utilise des nouveaux canons dont la portée de tir dépasse les 5 km. Après la défaite de 1871, un nouveau projet de fortification mené par le général Cyril de Rivière vise à faire de Paris le centre d'un vaste camp retranché, protégé par 18 nouveaux forts de forme polygonale, comme celui du Trou d'Enfer à Marly-le-Roi. Des batteries d'artillerie, des casernes et des abris qui seront construits, cette fois-ci à une douzaine de kilomètres de la capitale. À l'annonce de la Première Guerre mondiale, les deux gouverneurs militaires de Paris, le général Michel puis le général Gallieni, associent à ces forts des batteries, des canons et des abris bétonnés comme celui des tailles d'Herblay. Ces éléments installés à 30 km de la capitale ont pu contribuer à dissuader l'avancée des troupes allemandes parvenues jusqu'à 40 km de Paris. Le 3 septembre 1914, pourtant, le camp retranché de Paris se révélera inopérant dès 1916 face aux bombardements aériens et aux canons de longue portée. Vue aérienne du Trou d'Enfer, construit en 1878 à Marly-le-Roi. C'est le fort le plus proche du centre des résistances des tailles d'Herblay. Carte des différentes lignes de défense regroupées sous le terme camp retranché de Paris en 14. Massy-Palaiseau, Versailles, Poissy, Argenteuil, Le Bourget-Drancy, Bondy, Villiers-sur-Marne, Champigny, Sucy-Bonneuil. En rouge, les gares, ligne ferroviaire, ligne de tranchée, les voies de 60, les batteries d'artillerie, et ensuite les forts représentés par les étoiles. L'Ouest parisien a été épargné lors du premier conflit mondial. Pourtant, les menaces et attaques successives sur la capitale, vécues au fil des siècles, ont marqué durablement les mémoires. Dès 1913, un plan de défense avait donc été élaboré afin de bloquer ou limiter toute avancée ennemie jusqu'à 30 km autour de la ville. Il est mis en œuvre à la déclaration de la guerre par le général Gallieni, pour l'essentiel alors gouverneur militaire de la ville de Paris. Ce nouveau dispositif de défense s'ajoute à plusieurs installations antérieures et forme ce qui sera nommé le camp retranché de Paris, CRP. Les ouvrages sont nombreux et vont mobiliser des milliers de civils, de soldats, ainsi que des agents forestiers. Pourtant, la plupart des bâtiments et installations militaires sera démontée dès 1916 et les armes et munitions iront servir le front de l'Est. Quelques constructions ont toutefois été conservées dans des zones subissant peu de pression d'aménagement, comme ce centre de résistance ou abri bétonné que la forêt a préservé de la destruction. Là, ici, un soldat en poste sur une ligne de tranchée 1915. Extrait de la carte du camp retranché de Paris dessinée par l'état-major sur un fond de 1906, indiquant les éléments défensifs dans le secteur de Marly en mars 1915. Le plan des installations militaires suit une organisation rigoureuse, tenant compte des stratégies de progression de l'infanterie et de la configuration géographique du bassin parisien. Les aménagements prennent plusieurs formes, toutes complémentaires et communicantes. La carte ci-dessus rend compte de cet impressionnant maillage d'éléments défensifs. Forts et batteries de canons, protégés à l'avant par un réseau de tranchées et à l'arrière par des centres de résistance comme celui-ci. L'ensemble est soutenu par des magasins d'artillerie, reliés par des voies ferrées. Le secteur d'Aigremont-Feucherolles constitue la bordure la plus occidentale des lignes de défense du camp retranché de Paris. Le parcours proposé permet de découvrir cet ouvrage de 14 à partir de 4 points d'observation. Bien mes amis, c'est ici que se termine cette vidéo.
J'espère que celle-ci vous aura plu malgré certaines longueurs, mais il me semblait important d'aborder le côté historique de cette ceinture de défense. Voilà, tout ce patrimoine, tout ce qui tient au conflit dans le secteur des Yvelines me tient un peu à cœur. C'est pas très loin de chez moi et je tenais à vous faire partager tout cela. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, de vous abonner bien sûr, et de laisser un commentaire que je lis et auquel je réponds tout le temps. Voilà, cela me permet d'avancer, de savoir si cela vous plaît ou ne vous plaît pas. Donc je vous dis rendez-vous à une prochaine, en espérant que je puisse vous faire une vidéo d'ici là. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous et à plus. Tchuss.